Allez, on est parti puisque le but du jeu est aussi beaucoup de vous permettre d'échanger avec nos invités et intervenants. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Comme c'est marqué, effectivement, mon nom est Frédéric Duval et j'ai le plaisir de retrouver les EPL pour une nouvelle animation d'atelier sur un sujet, je le disais, qui est moi sur lequel j'ai continué à découvrir des choses et qui est éminemment d'actualité. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques jours encore, si on parle de ce fait récent qui a beaucoup occupé les esprits de l'hôpital Corbeil-Essonnes, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été divulgués sur le web qui montrent bien que c'est un sujet qui nous concerne tous, à la fois les EPL, les collectivités, mais effectivement aussi les citoyens. Je me replongeais dans un dernier rapport du Sénat, et notamment qui était fait par la délégation sénatoriale aux entreprises, qui montrait que pendant très longtemps, les risques cyber concernaient davantage l'entreprise, mais qu'aujourd'hui, toutes les collectivités, les établissements publics sont particulièrement visés et concernés. Et pour votre information, moi j'ai été surpris du chiffre, mais on en parlera ensemble. En 2020, environ 30% des collectivités territoriales interrogées se disaient avoir été victimes d'une attaque, avec une augmentation de plus de 50% depuis 2019. Et face à ça, et c'est peut-être aussi un des éléments de la discussion de tout à l'heure, seulement un tiers des fonctionnaires territoriaux ou des personnes en charge disaient que leur structure était prête ou que la collectivité avait mis en place quelque chose. On a bien un des éléments de l'enjeu. L'hôpital de Corbeil-Essonnes nous le montrera. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors évidemment, le contexte, il est connu. On en parlera aussi quand on va faire le panorama sur la révolution digitale, les réseaux sociaux, l'omniprésence numérique. Mais certains parlent aujourd'hui d'une pandémie de la cybercriminalité, l'autre pandémie. Et c'est vrai qu'on va le voir à travers certains sujets, ça va même se nicher dans des endroits qu'on n'imagine pas et qui sont pour autant particulièrement stratégiques. Alors, on a pour ça réuni, enfin c'est Perrine Gouérec de la Fédération des EPL qui a tout fait, qui a réuni un plateau d'experts, à la fois d'élus, à la fois de représentants de la SEM, pour essayer d'avoir une vision globale du sujet, avec un objectif, je le disais, qui est à la fois d'informer, parce qu'on va s'apercevoir que c'est un sujet essentiel, informer et sensibiliser, bien évidemment expliquer à la fois les enjeux, mais aussi et surtout peut-être vous donner des conseils, proposer un certain nombre de solutions et au moins avoir un partage de bonnes pratiques sur cet enjeu. Alors avant qu'on ne commence et que je vous passe la parole, Laurent Verdier, je vais vous demander à chacun peut-être un mot. D'abord, c'est sympa, ça vous permettra de vous présenter et que les gens mettent un visage sur un nom. Pourquoi, à votre avis, c'était essentiel de faire ce débat aujourd'hui en un mot? Je commence par vous, Laurent Verdier. Pourquoi vous êtes là et pourquoi c'était essentiel de faire ce débat aujourd'hui? Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Verdier, je représente ici le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Dois-je légitimer le fait que je sois là parmi vous? Non, c'est bien, ça me semble bien, c'est pas mal comme entrée. À côté, on a Christophe Barbeau, directeur général de la SPL Haut du Bassin Rennais. J'ai toujours plaisir à avoir un ami breton pas loin, ça fait du bien. C'est aussi à vous que je pensais sans doute, Christophe Barbeau, quand on se dit la cybermalveillance va sur des secteurs qu'on n'envisage pas toujours. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? D'abord, je suis rassuré parce qu'il y a des experts, donc tout va bien. Oui, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis là pour trois bonnes raisons. La première, c'est qu'on a été gentiment invité par la Fédération à venir. C'est toujours un plaisir. Plus sérieusement, je pense que vous n'imaginez pas derrière votre robinet quand il coule ce qui se passe, mais sachez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'eau potable sans système d'information. C'est plus possible. Et puis la deuxième motivation, c'est que je vous invite à réfléchir pendant combien d'heures, et ça se compte en heures, vous êtes capable de vous passer d'eau potable au robinet s'il n'y avait plus d'eau qui coulait. Et vous verrez que ça se passe en heures et pas en jours. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est utile d'en parler. Pas mal aussi, bien. On va faire un concours d'accroche, ça donne envie. Alors, à côté de vous, on a Arnaud Thessalonikos, avocat et directeur associé de Fidal Paris. On va parler évidemment prévention contentieux. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui et qu'est-ce qui était important à partager? Bonjour à toutes et à tous. Moi, en tant qu'avocat, je participe à la construction des systèmes d'information sur le volet contractuel. Donc, je suis sensibilisé aux enjeux techniques, juridiques, opérationnels qu'il y a derrière ces systèmes au moment où on les conçoit. Et ensuite, il m'arrive de voir les gens dans mon bureau à nouveau lorsqu'ils éprouvent des difficultés liées à la sécurité de ces systèmes. Et quand en phase de contractualisation,
On rappelle la nécessité d'intégrer des stipulations liées à la protection des intérêts du client en termes de sécurité, et qu'on n'a pas de temps ou d'argent pour faire cela. Et on voit ensuite les dommages que ça peut créer lorsqu'on n'a pas assez prévenu les risques. Et puis on travaillera sur les deux aspects, à la fois de la prévention, mais aussi parfois du contentieux. Qu'est-ce qui se passe effectivement du côté des victimes et tous ces sujets. À côté de vous, Richard Lisuré, mon général, bonjour, adjoint au maire de Chartres, vice-président de l'agglomération de Chartres Métropole, mais aussi ancien directeur général de la Gendarmerie nationale. Voilà, même question, le plaisir de vous accueillir. Et là, vous avez presque 2 casquettes aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous parler de ces 2 sujets. Pourquoi vous avez tenu à être présent et pour parler de ces questions? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai choisi d'être présent aujourd'hui en tant qu'élu de Chartres Métropole. Je salue l'ensemble de mes collègues ici présents, parce que Chartres Métropole a été, sous l'impulsion de Jean-Pierre Gorge, précurseur dans le domaine des EPL. 14 EPL à ce jour sur Chartres Métropole. Depuis des années, les systèmes fonctionnent. Depuis des années, la coexistence collectivité EPL fonctionne. Mais évidemment, comme tous les autres, les risques sont là. Et c'est pour ça aussi qu'il me paraissait important, indispensable d'être présent en tant que non spécialiste. Alors il se trouve que moi je suis un littéraire, je ne suis pas un scientifique, donc je laisserai aux scientifiques encore une fois leur développement. Mais moi je suis là pour vous faire devenir paranoïaque. L'objectif, si je l'atteins, c'est qu'en sortant, vous soyez parano, parce que seuls les paranos survivent dans le monde cyber. Il faut se méfier en permanence, être vigilant en permanence, ce qui n'est pas évident, on y reviendra. Mais encore une fois, mon objectif à moi aujourd'hui, c'est que vous sortiez de là un peu paranoïaque dans le domaine cyber. Oui, voilà. Ceux qui veulent partir maintenant peuvent éventuellement le faire. Il est encore possible. Et puis, dernier invité et expert, représentant aussi évidemment les EPL, on est avec Alain Guillotin, le directeur général de Chartres Métropole, Innovation numérique. Même question qu'à vos collègues, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui en tant qu'expert de ces questions? Alors bonjour à toutes et tous. Je vais rebondir tout de suite sur ce qu'a dit mon camarade, parce que moi, en tant que gestionnaire d'un réseau télécom, je suis schizophrène en fait. Donc lui, il est paranoïaque pour... voilà. Il y a quelques pathologies ici. Et nous, en fait, notre métier qui consiste à faire passer des informations sur des réseaux, on a un peu plus de 1000 clients professionnels. Il faut faut regarder le mal d'un côté et de l'autre. Alors en ce moment là, on est même en train de se préparer une auto-attaque. J'en parlais tout à l'heure avec notre camarade. Voilà. Alors on voit le mal partout et on essaie de réparer le mal partout. Par contre, nous, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais voilà. J'ajouterais juste un truc, c'est que par rapport, tu as parlé de Corbeil-Essonnes. Sur le côté schizophrène, moi il y a un truc qui me passionne, c'est qu'en ce moment ce qui est le plus regardé de ce qui a été volé à un Corbeil, c'est les coloscopies. Je ne sais pas. Ouais. Voilà. Je laisse ça à votre sagacité, effectivement. Truc un peu étonnant. Oui, l'esprit peut-être étrange et mal placé. Alors on voit bien des perversions, des problèmes stratégiques, des enjeux de fond, des inquiétudes sur l'eau. On est vraiment au cœur du dispositif, mais pour comprendre de quoi on parle, peut-être pour poser un certain nombre d'éléments, y compris peut-être de définition, puisqu'on parle beaucoup de cybersécurité, mais on devrait peut-être aussi parler de cybersurveillance ou ce genre de choses. Voilà. On va laisser la parole à Laurent Verdier, donc, qui est le directeur de la pédagogie et de la sensibilisation de cybermalveillance, avec une petite projection pour justement placer des enjeux, du contexte et rappeler de quoi on va parler ensemble. Merci beaucoup. Je ne réitérerai pas mon bonjour, mais voilà, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Tout d'abord, au nom de Jérôme Notin, qui est le directeur général du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre la cybermalveillance, je tiens tout particulièrement à remercier la Fédération des EPL de nous avoir invités à cet événement. C'est très important pour nous de pouvoir participer au débat et de vous apporter tout ce qu'on peut collecter, tout ce qu'on peut prendre en compte au niveau de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir ce panorama, j'ai une confession à vous faire. Je suis un cancre en matière d'EPL. Par contre, en qualité de commandant de police, qui a œuvré au sein de la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, donc le service spécialisé de la préfecture de police en matière de piratage informatique, après avoir sévi au sein des forces de la sécurité intérieure pour tout ce qui concernait les atteintes à la souveraineté de la nation par voie d'attaque informatique, et pour avoir ensuite travaillé 5 ans au centre opérationnel de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, j'ai vu beaucoup de victimes.
Et le trait commun de toutes ces victimes, allant du particulier au chef d'entreprise, au chef d'un grand groupe et de très grands groupes, c'est, une fois que l'attaque s'est déroulée, c'est la sidération, c'est l'incompréhension. C'est le fait de dire mais pourquoi je ne m'y suis pas pris avant en matière de sécurité, en matière de cybersécurité. Et ça, malheureusement, c'est un discours qu'on entend encore trop souvent aujourd'hui. C'est trop cher, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. On verra quand une attaque se déroulera et on verra comment on réagira. C'est arrivé chez les voisins, mais nous, on n'intéresse personne. Alors là, attention, parce que ce discours-là, il est un petit peu pernicieux, comme l'a très bien introduit Frédéric. Aujourd'hui, la cybersécurité, la question est, doit-on s'y mettre ? Oui, rapidement, impérativement. Ce à quoi je vais procéder aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire ce panorama, va à l'encontre complète de nos habitudes d'intervention, puisque nous n'avons absolument pas l'habitude d'être anxiogènes pour être anxiogènes, c'est-à-dire faire peur et rendre les gens paranoïaques. Derrière, nous nous efforçons, comme dans tous nos contenus, d'y associer des recommandations, des conseils, des outils, des ressources, et c'est ce que j'espère en tout cas nous pourrons développer un petit peu après. Donc, le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance a été créé en 2017, suite à la parution de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique en 2015. Ce document national évoquait, si vous me passez l'expression, un énorme trou dans la raquette en matière de protection pour 3 types de publics, lesquels les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales, puisqu'à l'époque, rien n'existait entre une chaîne judiciaire qui s'occupe du traitement judiciaire de la cybercriminalité et les prérogatives en tant qu'autorité nationale de l'ANSSI, dont le périmètre naturel, entre guillemets, est d'assurer la surveillance et la remédiation, donc la réponse à incident, pour tous les réseaux gouvernementaux et ceux des opérateurs régulés, OIV, donc opérateurs d'importance vitale, et depuis peu, opérateurs de services essentiels. Donc, nos autorités ont souhaité la création d'un guichet unique, d'un hub, comme on dirait maintenant, pour prendre en compte les demandes d'assistance, les besoins en termes d'information, de sensibilisation et l'observation du risque numérique pour le grand public, les PME, les TPE ainsi que les collectivités territoriales. Et c'est ce qui forge nos 3 axes d'action essentiels, donc l'assistance immédiate, pratique, pragmatique, apportée à un particulier, à un chef d'entreprise ou à un élu local, si jamais celui-ci est victime d'une cybermalveillance. On va rapidement, je reviendrai après sur de quoi se compose ce parcours d'assistance victime pour que vous compreniez d'où nous sortons nos tendances et nos chiffres par rapport au panorama de la menace que je vais évoquer devant vous. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de ces publics, d'une manière complètement gratuite, des contenus d'information sur l'actualité des cybermalveillances, ainsi que des supports et des outils de sensibilisation. Parce qu'au sein de cybermalveillance.gouv.fr, nous sommes convaincus qu'au-delà de l'aspect technique, qui est une brique essentielle, bien entendu, à la sécurité globale, celle de l'utilisateur et l'aspect comportemental est tout aussi essentiel. Si vous avez des équipements qui sont certifiés par l'ANSSI et que vos utilisateurs continuent à ramasser des clés USB sur le parking pour les brancher sur le système d'information, ça passera quand même. Après, on pourra en débattre, mais voilà, c'est l'objectif premier qu'on s'est fixé. Et en fait, 3e mission, observer la menace à l'aide de tout ce qu'on peut récolter en termes de consultation du site et de parcours d'assistance victime pour pouvoir remonter ces éléments à nos autorités de manière à mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Alors, après 5 ans d'existence, puisque le groupement d'intérêt public est né en 2017, nous avons été incubés au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. D'ailleurs, le président de notre conseil d'administration n'est autre qu'un certain Guillaume Poupard, par ailleurs directeur général de l'ANSSI, et en copilotage avec le ministère de l'Intérieur. 5 ans après, le GIP compte 56 membres répartis au travers de 4 collèges qui participent collectivement à la gouvernance du dispositif, qui valide notre plan d'activité.
surtout que l'on sollicite très régulièrement également au niveau de différents groupes de travail, et enfin qui relaient nos campagnes de sensibilisation. Ce sont plus de 1200 prestataires informatiques référencés. Je reviendrai sur ce qu'est un prestataire informatique référencé. Ce sont enfin plus de 550 000 victimes assistées concrètement qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes suite à une attaque cyber en 5 ans. Et enfin, près de 2 500 000 visiteurs uniques sur la plateforme en 2021. Alors, notre mission d'assistance, je l'évoquais tout à l'heure, elle est essentiellement caractérisée par ce parcours d'assistance victime qui est, de manière très macro, divisé en 3 paliers. Le premier, ça va être d'établir avec la victime un diagnostic de ce qui s'est passé. Parce que dans de très nombreux cas, vous le savez bien, la victime ignore par quoi elle a été impactée. Donc par un petit jeu de questions-réponses non techniques, comme l'ensemble de nos contenus non techniques, on va avancer pas à pas avec elle pour établir ce qui s'est passé. À partir du moment où ce diagnostic est posé, nous allons lui adresser un ensemble de recommandations d'urgence. C'est un peu le principe de la sécurité routière, d'éviter le suraccident. Associé à ces conseils d'urgence, un ensemble de propositions d'orientation. Bien entendu, cette deuxième phase est déterminée par le diagnostic, parce qu'il s'agit d'adresser des recommandations d'urgence et des propositions d'orientation adaptées à la cybermalveillance. Si je vous dis signal spam, si je vous parle de internetsignalement.gouv.fr, si je vous parle de la brigade numérique de la gendarmerie nationale, si je vous parle de la plateforme Perceval également opérée par la gendarmerie nationale, ou encore la plateforme Thésée, qui a maintenant quelques mois d'existence et qui permet de déposer plainte pour un certain nombre d'infractions liées à la cybercriminalité, ou encore le 3018 de e-enfance en cas de cyberharcèlement, ce sont quelques exemples de propositions qui sont faites à la victime, toujours si elle le souhaite. Et enfin, dernier palier, et non le moindre, la proposition d'être mis en relation avec un prestataire référencé à proximité de son domicile pour un particulier, de son siège ou de la localité pour une collectivité territoriale, puisque ces 1200 prestataires informatiques qui ont adhéré à une charte de qualité sur la plateforme sont sollicités quand une victime demande une mise en relation afin de procéder à une remédiation, donc une réparation, une désinfection sur sa machine si celle-ci a été impactée par les effets de bord, par la cybermalveillance en question. Alors concrètement, ça donne quoi ? Ça donne qu'effectivement, nous aimons à penser à cybermalveillance.gouv.fr que notre notoriété ne cesse d'augmenter, mais il ne faut pas se leurrer, ce sont surtout les attaques qui augmentent. Pour nous, le pivot, il est clair, il s'est déroulé en 2020, l'année du tout début de la crise sanitaire. Je vais vous dire, je vais illustrer un peu mes propos. La première semaine du premier confinement, à savoir la semaine du 17 mars 2020, nous avons enregistré sur notre parcours d'assistance victime, donc les gens ne sont pas là pour signaler, ils sont là pour chercher de l'aide, une augmentation de 400% de demandes d'assistance pour des seuls faits d'hameçonnage. Deux conséquences. Les attaquants sont ultra réactifs et ils ont une imagination sans limite. Si je vous dis faux site de gel, faux site de masque, fausse prime Covid pour les PME, pour les TPE, un peu plus loin dans le temps, lien frauduleux pour soi-disant mettre à jour l'application Tous Anti-Covid. Leur imagination n'a pas de limite. À nous de mettre en place derrière des dispositifs qui permettent de la limiter. Mais tout ça pour vous dire que ce parcours d'assistance victime ne cesse d'augmenter et nous avons passé cet été le cap des 173 000 parcours d'assistance qui était notre score en 2021. Donc ça augmente continuellement. Ce parcours est agrémenté, en tout cas est armé, entre guillemets, de diagnostics pour plus de 50 cybermalveillances, associés à plus de 400 conseils et recommandations. Alors, que voyons-nous ? J'y arrive, Frédéric, et je tiendrai mes 10 minutes, je l'espère. Tu n'hésites pas à me couper. Excusez-moi. Je suis passionné, donc je préfère me référer au maître du temps. Que constatons-nous par rapport à nos publics professionnels, et plus particulièrement les entreprises et les associations ? Alors là, ça ne va pas être un scoop, hein. Tous les observateurs dans ce domaine, effectivement, confirment ces éléments, notamment pour la première place, celle des rançongiciels. Hein, ces petits programmes malveillants que les attaquants vont introduire, bien entendu, à votre insu, sur le système d'information de l'entité, et qui vont d'abord leur permettre d'avoir ce qu'on appelle un accès dérobé au système d'information, qui va permettre d'explorer le système d'information, d'en exfiltrer, d'en dérober des données, qu'ils vont utiliser ultérieurement pour accentuer la pression pour le paiement de la rançon. Et à leur commandement,
ce programme malveillant va chiffrer, c'est-à-dire rendre inopérante et inaccessible l'ensemble des données. Les programmes, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser ces données qui sont complètement illisibles et donc, en gros, tout est en rideau. Plus rien ne fonctionne. On revient purement et simplement à l'âge de pierre. Et bien entendu, ce faux modèle économique stipule que derrière, vous payez une rançon pour qu'on vous remette la clé de déchiffrement pour recouvrer l'utilisation des données. Donc ça fait des ravages vraiment sur nos publics professionnels, toute taille, tout secteur d'activité. Les attaquants se fichent de savoir si en face, on a une SAS, un EPL, une collectivité territoriale. Là, on remarque vraiment, on est dans une optique purement et simplement crapuleuse. Pardon. Deuxième menace, très importante aussi, le piratage de comptes en ligne. Nous stockons de plus en plus de choses sur nos boîtes de messagerie, sur nos comptes d'accès aux réseaux sociaux, sur les comptes bancaires en ligne. Et là, effectivement, malheureusement, nous défendons ces accès avec des mots de passe trop simples, trop facilement devinables, qui permettent aux attaquants de prendre la main sur ces comptes. Et je vous demande, à titre personnel, pendant quelques secondes, de fermer les yeux et d'imaginer tout ce que vous stockez à titre personnel ou pro sur votre boîte de messagerie principale et imaginez toute l'utilisation pourrait en faire un attaquant, ne serait-ce qu'avec la rubrique documents envoyés. On peut dire dans ces cas-là, ni plus ni moins, que l'attaquant a quasiment l'intégralité de notre identité et de notre vie, voire de notre activité numérique entre les mains. Si en plus cette boîte principale sert à restaurer d'autres comptes et qu'elle est utilisée à cette fin par les attaquants, il aura en plus la main sur l'ensemble des autres comptes qu'on a ouverts. Et Dieu sait qu'on en a ouvert en cette période de confinement, des accès et des services divers et variés. Troisième menace, c'est la première chez les particuliers, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'hameçonnage, ces fameux mails qui proviennent soi-disant d'une autorité, d'une administration, d'un contact connu, et qui vont nous demander, qui vont solliciter de notre part une action, alors générée en général par le stress ou par l'appât du gain, une action qui va consister à communiquer un identifiant, un mot de passe, qui va consister à transmettre un document financier, un document administratif, voire derrière peut-être à espionner des discussions et à s'insérer dans un fil de discussion qui à terme permettra aux attaquants de réaliser ou de se faire passer pour un prestataire et ce qui aura pour conséquence un ordre de virement frauduleux et infondé. Voilà, la panoplie est large. Les campagnes aujourd'hui au niveau national malheureusement se succèdent, ont tendance à se ressembler par leur degré de sophistication. Et dernière chose avant de m'interrompre, dernière évolution en date pour ces campagnes d'hameçonnage, le fait que les attaquants soient passés par les SMS. C'est-à-dire que nous utilisons tous de plus en plus nos téléphones portables. Nous y sommes aujourd'hui addicts. Nous sommes connectés en permanence avec ces terminaux mobiles. Bien entendu, les attaquants ont bien compris tout l'intérêt qu'ils avaient de nous attaquer par ce biais-là, sachant que quand nous utilisons nos téléphones portables, nous sommes généralement en mobilité. Donc, il est bien moins facile, bien moins aisé de faire un minimum de vérification sur l'authenticité du SMS et malheureusement, on se fait souvent piéger. Frédéric, est-ce que j'ai été assez anxiogène comme ça ? Je sais pas, il faut demander à la salle, là, comment ça va ? C'est un beau début, hein. Merci beaucoup de cette synthèse. Moi, ce que je retiens quand même, ce qui fait peur, quand même, qui interpelle, c'est à la fois toujours la créativité et l'originalité. C'est-à-dire que ça va presque plus vite. Le méchant va plus vite que le gentil, souvent, ou est peut-être plus créatif parce qu'il y a davantage d'intérêt. Et puis le fait qu'on est tous potentiellement concernés, je crois que c'est un des éléments sur lequel on reviendra, c'est tous les maillons de la chaîne sont très importants, d'où l'idée aussi de la pédagogie. Et puis cette histoire de mots de passe, et je vais me tourner vers Alain Guillotin, le directeur général de Chartres Métropole Innovation Numérique, à la fois pour présenter la structure, mais je crois que quand on parlait notamment peut-être de Corbeil-Essonnes et d'autres endroits, vous avez des anecdotes sur les mots de passe. Effectivement, je crois qu'à l'hôpital de Corbeil, il y avait des trucs qui étaient collés avec des post-it ou des choses comme ça. Je vais protéger mes sources, mais je peux vous dire qu'à Corbeil, effectivement, les mots de passe, ils étaient tous inscrits au mur et que c'était les prénoms des enfants. Alors pour des problèmes de manque de moyens probablement, pour des problèmes de personnel qui tournent beaucoup et qui ne sont pas là tout le temps, pour des problèmes de réponse à des problématiques, notamment au niveau des laboratoires, pour répondre très vite à des questions qu'ils ont posées. Mais voilà, souvent, avant de chercher des trucs hyper sophistiqués, le problème dans l'entreprise,
Et dans la mienne comme dans toutes les autres, il n'est pas technique, hein. Le problème, il est entre l'assise de la chaise et puis le clavier, quoi. Donc voilà. Et pour chacun, pour faire très très simple et vous mettre à quel point l'humain est important dans cette histoire, posez-vous tous la question de savoir ce qui se passe quand un de vos salariés quitte l'entreprise. Alors, il rend le badge du café, hein, ça je n'en doute pas, c'est bien, mais ce qu'il ne rend pas, c'est ses neurones et tout ce qu'il sait sur l'entreprise. Alors, les mots de passe, les inimitiés, les trucs qui pourraient servir demain pour faire des affaires. Je vais vous raconter une autre anecdote qui nous est arrivée. On a recruté un commercial de chez, je ne vais pas donner l'opérateur, un grand opérateur national, il n'y a que 3 lettres dans le nom. Et pendant 1 an, on a eu accès à son compte commercial. Bah, moi, je vais vous dire un truc, ça facilite la vie pour faire des affaires. Mais vous vous rendez compte de l'histoire, hein. Et des comme ça, j'en ai quelques-unes en stock. Alors, présentez-nous un peu pour ceux qui ignoraient encore ce que fait Chartres Métropole Innovation Numérique et pourquoi vous êtes particulièrement sensible à ces sujets. Alors, on est né en 2002 avec une idée qui était de tirer du très haut débit, alors plutôt de la fibre, vers toutes les entreprises du territoire. Aujourd'hui, ça semble évident absolument à tout le monde de tirer des fibres vers les entreprises, voire même vers les particuliers. En 2002, vous passez quand même pour un hérétique. Donc voilà, on a maillé le territoire du pays chartrain, on va bien au-delà maintenant. Au bout d'un moment, vous posez les questions des services que vous pouvez amener aux entreprises. Et ce qui nous semble le plus évident aujourd'hui dans nos développements, c'est d'amener de la sécurité, de la sécurité et de la sécurité. Donc on s'est fait certifier ISO 27001, qui n'est pas une norme simple pour nos réseaux dits de niveau 1 et de niveau 2, je vais y revenir juste après. Et depuis vendredi soir, Scoop, on est également certifié hébergement de données de santé, alors que nous n'allons héberger que très peu de données de santé. Et en fait, voilà, ces certificats, au départ, on peut se dire, ça sert à quelque chose, pas à quelque chose, j'en sais rien, mais ça amène quand même une réflexion du fonctionnement de l'entreprise et des questions à se poser. La première, hein, que je vous ai raconté tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand un de vos salariés s'en va? Franchement, c'est la première question que pose le certificateur. C'est une excellente question. La deuxième, en général, c'est à quoi ressemble le mot de passe. Il faut se fabriquer des algorithmes. Il n'y a rien de plus facile que de casser les mots de passe. Enfin, moi, je vois les jeunes qui travaillent dans l'entreprise, ils ont une imagination pour casser les mots de passe des uns et des autres. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, pourtant, on est bien placé. Donc je reviens sur les certifications. Là, on est en train de parler de cybermalveillance, mais avant ça, il y a un truc qui est effarant dans ce pays, c'est la qualité épouvantable des réseaux. Alors quand Richard pose des caméras de vidéo tranquillité, vidéoprotection. Là aussi, les mots sont ça importants. Ça change, alors je fais gaffe. Je fais gaffe sur les terminologies. À nous, la question qu'on se pose, c'est pas ce que Richard va pouvoir regarder, c'est comment est-ce qu'on va transporter l'information de la caméra jusqu'au centre de supervision sans qu'il arrive quoi que ce soit, avec une qualité qui est tout le temps optimale. Et surtout, dès qu'il arrive quelque chose sur le réseau, comment est-ce qu'on va pouvoir dire, tiens, il y a quelqu'un qui est allé couper une fibre à l'endroit qui va bien. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est très physique. Ensuite, le niveau 2, c'est les informations qu'on transporte en dehors d'Internet. Parce que tout le monde trouve ça magique de stocker quelque part sur la planète ces données, mais c'est juste épouvantable. Moi, j'ai appris un truc, c'est que mon pharmacien, son logiciel de gestion de sa pharmacie, j'ai appris ça cette semaine, lundi matin. C'est un logiciel russe. Ça ne le rassure pas méga top. Avec des stockages des données, écoutez-moi bien, en Russie. Encore à ce jour. C'est quand même un truc de dingue. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un truc de dingue. Bon, bref. Ce qui est le cas d'ailleurs du logiciel malveillant qui s'est attaqué à Corbeil-Essonnes. Ouais, alors là, c'est pas un logiciel malveillant, ça sert à gérer les numéros de sécu, la prise de médoc. Je parlais de la Russie, le point commun, c'était... Moi, alors, si c'était d'ailleurs chez les Américains ou nos amis irlandais, c'est un peu la même. Moi, je trouve ça incroyable. Et pour en finir avec ces problèmes d'infrastructure, je pense que vous avez tous des abonnements qui sont en train de passer du cuivre à la fibre.
et que vous avez tous des armoires de rue que vous avez vues totalement éventrées. Vous avez tous vu ces images absolument incroyables de câbles qui partent à droite, à gauche, qui font des nœuds et où on ne s'en sort pas. Et puis vous avez tous, moi je ne vais jamais chercher les exemples très loin, et vous avez tous des gens également qui sont sur le cuivre et qui, dès qu'ils ont une panne, ne s'en sortent plus. Moi j'ai une belle maman que nous essayons de garder à domicile qui est atteinte d'Alzheimer, et ça fait 2 mois et demi que Orange nous dit qu'ils vont réparer la ligne. Donc là, c'est quand même... moi, je veux bien qu'il n'y ait plus de service, qu'il n'y ait plus de qualité, qu'il n'y ait plus tout ça, mais la sécurité, elle passe avant tout, par des problèmes de qualité, de se poser la question de faire les choses bien, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on Ça ressemble à un coup de gueule plus qu'à... Non, c'est bien, c'est sobre, c'est dit gentiment, mais qu'est-ce qu'on retient Moi, je peux dire de gros mots. j'allais dire à la fois des clients que vous accompagnez, des gens que vous croisez, dans peut-être les recommandations, hein, le fait que... Alors, En fait, j'ai l'impression que quelque part, vous nous dites aussi que, loin de simplement mettre des questions d'aspect sûrement technique, il y a avant tout une problématique humaine de réflexion. Vous remettez l'humain un peu au centre de ces questions, quelque part. ah oui, complètement. Alors, on a passé les 1000 clients. Alors, c'est bien plus de contrats, mais les 1000 clients. Il n'y a pas un mois sans qu'on sache qu'une des entreprises qui passe sur nos réseaux de télécom, alors on a un réseau qui est très entendu, hein, qui n'est pas que sur Chartres, on va jusqu'à Paris, on a des clients à Paris. Il n'y a pas un mois sans qu'il y ait un client qui chope un crypto. Alors, moi, ça me fait tout le temps paniquer, hein, je vous le dis. Hein. Là, pour le coup, je rejoins mon camarade, je suis parano sur le sujet, et schizophrène pour réparer. Ça veut dire que l'information, elle est passée sur nos réseaux, quoi. Donc, tous les jours, nos réseaux, en fait, envoient des salopes, des cochonneries, à droite, à gauche, chez les clients. Cette semaine, j'ai Christophe, mon RSSI, dans la pièce. La semaine dernière, le même opérateur, d'ailleurs, que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, on reçoit tous les deux un mail. Et il est parfait, hein. Le mail, il n'y a pas, quand vous cliquez dessus, c'est pas Hotmail, machin, ainsi de suite. Il est parfait, hein. Il est parfaitement estampillé. Et le seul truc qui nous sauve, c'est qu'à force que nos équipes nous bombardent de faux mails pour nous tester, c'est ce mail, je vais voir Christophe, je dis je le sens pas. Puis il me dit j'étais prêt à venir te voir parce que je le sens pas. On appelle la personne donc de chez ce grand opérateur pour savoir si elle nous l'a vraiment envoyé. Et là, on a, non, il n'y a pas de raison que je vous ai envoyé un truc comme ça. Et ça veut dire que votre boîte aux lettres, elle a servi de, j'ai perdu le nom, bref, elle sert de passerelle pour des milliers de clients. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est la réponse, hein. C'est juste ahurissant. Et là, vous voyez, le problème, il est humain, il n'est pas du tout technique. On y reviendra sur des questions et des exemples concrets et précis. On va se tourner maintenant vers un sujet qui, moi, m'a plus surpris presque en tant que citoyen, parce que je n'imaginais pas forcément que ça allait se nicher dans ces endroits-là, pour être avec Christophe Barbeau, donc le directeur général de la SPL Eau du bassin rennais. Alors, traditionnellement, quand on préparait ensemble cet atelier, vous nous disiez que, en gros, vous étiez plutôt discret, vous étiez plutôt dans le genre à rester un peu caché et à gérer vos affaires, et que vous ne pourriez pas forcément nous parler de tout, mais qu'il y avait quand même une envie d'attirer sur ces enjeux de cette activité, comme vous l'évoquiez, à la fois stratégique et individuelle, qui brasse des tas de données. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre activité au quotidien et quels sont les impacts par rapport à notre sujet du jour ? Alors déjà, je ne vais pas vous parler de grand-chose parce que je ne suis pas expert. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, je n'en ai absolument pas le droit. Donc j'ai l'autorisation de ma DSI, de mon RSSI d'être là, mais vous allez voir, ça va être plutôt ce que je vais essayer de faire moi, c'est vous raconter une histoire très opérationnelle de tout ce qu'on vient d'entendre sur ce qui peut se passer à droite à gauche, comment ça peut se passer sur une EPL. Je commence juste par ça, une carte d'identité pour se présenter. Et vous voyez que sur ce slide, on a créé une marque donc sur le bassin rennais qui s'appelle Eau du bassin rennais, qui regroupe 2 structures. D'un côté, à votre gauche, un syndicat mixte, donc qui regroupe un certain nombre de collectivités. C'est en gros un habitant sur 2 d'Ille-et-Vilaine, qui aujourd'hui est géré par ce syndicat, qui regroupe c'est jamais à jour, 72 communes. Donc ça, c'est un syndicat qui a décidé en 2015 de quitter un grand opérateur, on évite les noms, mais enfin c'est le leader mondial de l'eau, qui s'occupait de l'eau à Rennes depuis 140 années, depuis la fin du 19e siècle. Et on a eu cette chance, j'ai eu la chance de se voir confier la création d'une EPL, une SPL de l'eau,
Donc la SPL de l'eau aujourd'hui, pour que vous compreniez la problématique, alors j'insiste bien sur les deux partenaires, vous allez voir pourquoi. La problématique, c'est le schéma de distribution. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais sachez que pour faire de l'eau potable, déjà il faut de l'eau, on en manque beaucoup, donc profitez-en parce qu'il risque de ne pas rien avoir assez, y compris en Bretagne. Mais pour vous montrer ça, pour que vous compreniez qu'on utilise beaucoup de ressources qui sont en général, à Rennes en tout cas, très distantes du point de consommation. On a plus de 200 km d'autoroute de l'eau. Une autoroute de l'eau, ce sont des énormes tuyaux que vous ne voyez pas et qui permettent d'acheminer l'eau du point de ressource au point de consommation. Ensuite, on a des usines, on en a beaucoup, 8, 9, 10, une trentaine de réservoirs, plus des milliers de kilomètres de réseau, avant que ça arrive à votre robinet. Si je vous montre tout ça, c'est pour que vous compreniez que tout ça est piloté par informatique. Tout. On en a partout. Et on a des liens, effectivement, de communication de data en permanence entre les sites. Ce qui pose donc la question de la sécurisation in situ de certains sites, mais surtout aussi de la sécurisation du transfert de données. Parce que si quelqu'un prend la main sur nos systèmes d'information, on va voir à quoi ça peut correspondre. Alors je vais aller vite. Ça c'est un schéma très pédagogique, j'avais prévu de le commenter, mais on n'a pas trop de temps. Mais ça résume assez bien, vous voyez ça dans toutes les présentations de cybersécurité, on vous présente ça. On vous explique qu'on utilise tous des systèmes d'information, soit métier, soit support, que tous ces systèmes d'information défaillent, tous, et que l'attaquant, l'agresseur, ce qu'il va chercher à faire, c'est exploiter la faille pour créer un incident. Bon, jusque-là, on est tous d'accord. La conséquence, il peut y en avoir trois. Enfin, il peut y avoir trois types d'impact sur les données, la confidentialité, l'intégrité ou tout simplement la disponibilité. Et à partir de là, on voit apparaître un certain nombre de conséquences. Donc moi, je vais vous en parler concrètement sur le domaine de l'eau. Alors ça, je passe. Ça, c'était les techniques, on vient d'en parler. Nous avons été attaqués, sauf sur le ransomware, mais on a connu les deux autres. L'hameçonnage, on en a en permanence. Et les ordres de virement, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup. Les faux appels au service compta. Je suis le directeur général ou le président m'a demandé, il faut absolument faire un virement immédiatement. Donc si vous n'avez pas au sein de votre direction financière des processus de vérification et des autorisations de virement bien écrites, ça peut aller très vite. Une secrétaire qu'on appelle, enfin, ou un homme, je ne vais pas dire une, pour ne pas avoir de problème, à qui on dit non, mais le président est là, il est à côté de moi, il a appelé, et puis le président, c'est monsieur machin, parce que tout est sur Internet. Ça va très très vite sur ce dernier incident. Concrètement, la confidentialité des données, il y en a deux types de données. Il y a celles déjà qu'on héberge tous dans nos entreprises. Ce sont les données RH. On a tous, moi j'ai 180 salariés dans la société, on a les comptes bancaires des salariés, on a à peu près toutes les données familiales des salariés. Alors on est à la limite de la RGPD d'ailleurs dans ce domaine-là. Mais on a aussi, nous, une autre contrainte, c'est qu'on héberge aussi, on a 150 000 abonnés au service public de l'eau. Un abonné égale un compteur. Donc ça veut dire que j'ai possiblement 150 IBAN, 150 coordonnées bancaires d'à peu près tous les clients du service de l'eau qui sont en prélèvement, en virement et ainsi de suite. Cette manne est un puissant fond pour ceux qui voudraient s'en doter et s'en saisir. Donc le premier impact que ça peut avoir, les attaques, c'est la confidentialité des données. Le deuxième impact, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que l'attaquant va chercher à soit, rendre illisible la donnée, ou alors encore pire, vous envoyez une donnée que vous croyez être vraie et qui est fausse. Donc concrètement, chez nous, ça se matérialise comment? Tous nos systèmes aujourd'hui sont pilotés, je le dis, avec un certain nombre d'instrumentalisations, y compris sur la qualité de l'eau. Donc le risque, c'est que nous recevions des données consistant à nous dire votre qualité d'eau est bien, en ce moment ça se passe bien, et qu'en fait l'attaquant a juste complètement transformé les données, et que pendant ce temps-là il est en train d'agir sur les usines. Donc l'intégrité de la donnée, c'est fondamental, et la dernière, c'est la disponibilité. La disponibilité aujourd'hui, tout process industriel fonctionne sur des boucles de régulation. Si vous n'avez plus la donnée de départ, votre boucle de régulation tombe, donc votre usine s'arrête. Même chose pour les systèmes d'information, si votre écran est noir, ce qui s'est passé à l'hôpital, si j'ai bien compris, vous revenez à l'âge de pierre. Encore faut-il que vous ayez la capacité à le faire. Donc, les conséquences, sur ce sur quoi nous, on a basé toute notre stratégie, c'est un bien grand terme. D'abord, il faut imaginer des conséquences bassement industrielles. On a tous des activités juste à temps. Là, je vous ai mis une photo d'un plateau téléphonique. Alors, ce n'est pas le nôtre, il est beaucoup plus modeste. Mais il faut imaginer qu'aujourd'hui, à la SPL ou du Bassin Rennais, on prend entre 800 et 1000 appels par jour, environ. Aujourd'hui, on a un CRM qui héberge l'ensemble des données de nos abonnés. Quand quelqu'un appelle, 45 secondes en moyenne après, il a un opérateur qui l'accueille, qui connaît son compte, qui réagit. Si vous faites un blackout sur le CRM, c'est un des systèmes d'information. Mais si vous faites un blackout, comment on va l'accueillir? Bloc-notes, papier? Oui. Ça dure combien de temps? Quelques heures, quelques jours. Et après, comment on réintègre tout ça dans un système? Très très vite, ça peut être la panique. Et si un service de l'eau ne répond plus,
on est déjà dans la perte du premier service usager, c'est-à-dire le lien direct avec l'abonné. Donc, premier impact forcément sur l'industriel. Le deuxième, il est financier, ça va de soi. Je crois que les quelques expériences qui ont pu être vécues dans les entreprises montrent à quel point ça coûte cher. D'abord parce que si vous passez au bloc-notes, vous allez démultiplier le nombre d'agents. Ça va beaucoup moins vite. Donc là où moi, au plateau, j'ai 23 personnes, si je voulais passer au bloc-notes, il m'en faudrait 3 fois plus pour tenir le rythme des appels. Donc il y a des conséquences pécuniaires qui sont énormes. Et puis la dernière, c'est tout simplement, et je suis encore sur des impacts traditionnels dans toutes vos entreprises, je pense, c'est l'image de marque du produit. Si à un moment le consommateur se met à douter de la qualité de l'eau, autant vous dire que vous allez ramer. Alors dans notre domaine, on va passer beaucoup plus de temps à reconquérir la crédibilité de notre service qu'on ne l'aura perdu. Jusque-là, c'est très classique. Je pense qu'on est tous d'accord, vous vivez ça. Là où ça se complexifie dans le monde de l'eau, c'est ça. Ça peut aller très vite. Donc c'était l'introduction que je faisais tout à l'heure. Si aujourd'hui nos systèmes d'information ne sont plus disponibles pour faire fonctionner nos usines, on peut aller sur des chutes de pression, voire des interruptions de service. Qui, en France, aujourd'hui, peut imaginer un quart de seconde qu'en ouvrant le robinet, il n'y ait pas d'eau qui coule? Alors, à part nos collègues du Sud, parce que là, c'est un problème de quantité en ce moment, mais aujourd'hui, on n'imaginerait pas ça. Et pourtant, c'est loin d'être anodin. Essayez de vivre sans eau, c'était ma boutade du début, vous allez voir, ça va vous embêter très rapidement. Surtout si on pense à des gens comme ça, des usagers sensibles. On a des hôpitaux, on a des prisons. Pense jamais aux prisons. Coupez l'eau dans une prison quelques heures. Et vous imaginez ce qui se passe. Ça va se transformer en émeute très rapidement. Vous coupez l'eau dans une école. Vous coupez l'eau aux pompiers. Et oui, les pompiers. Service de défense incendie. Nous sommes opérateurs de l'ensemble des points de défense incendie de la métropole. C'est 5000, les fameux poteaux rouges que vous connaissez. On en a 5000 sur notre territoire. Et nous sommes en lien en permanence avec les pompiers pour leur donner l'information de la disponibilité ou pas. S'il n'y a plus d'eau dans le réseau, il n'y aura plus d'eau. S'il y a un incendie, ça brûle. Qui a la responsabilité? Je pense que dans la salle, il y a des élus, c'est vous. Et nous opérateurs derrière. Ça peut être des industries, puis évidemment, je ne pouvais ignorer le fleuron du territoire de Rennes, le Stade Rennais. Si le Stade Rennais peut plus arroser sa pelouse, on ne finira pas, comme tous les ans, en Europa League. Donc c'est un problème. Je m'en excuse. Et de façon beaucoup plus sérieuse, parce qu'on est au sein de la fédération, on est là pour parler aussi à nos élus, c'est l'image de marque du projet. C'est-à-dire que si à un moment votre opérateur public tombe, c'est tout l'ensemble du projet politique de développement territorial qui a été la source de votre création d'EPL qui va en subir les conséquences. Alors je ne sais pas si je vais sur la stratégie dans ce qu'on a fait derrière. Ou... Si, on est bien au contraire, sauf s'il y a des protestations dans la salle, non? Apparemment ça intéresse d'avoir la suite, on est bon. Vous allez être déçus sur la suite. Donc je ne vous présente pas de cartographie des systèmes d'information, évidemment. Je ne vous propose pas non plus le détail de la politique générale des systèmes d'information de la société, évidemment aussi. Je vous dirai juste, en écho à ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, que l'eau est un bien vital, au premier sens du terme. Donc je m'arrêterai là. Qu'est-ce que je vous propose, moi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De toute façon, la peur est mauvaise conseillère, on est tous d'accord. Et la question, c'est pas de savoir si ça vous arrivera. Ça va vous arriver, ça nous arrivera. Donc il faut affronter le sujet. Le premier réflexe, notamment d'un ingénieur qui n'est pas du tout du domaine comme moi, c'est de l'argot, on ne comprend pas tout, donc c'est sûr, on a besoin de s'occuper. Non, ils ne vont pas nous trouver. On est planqués, on est à Rennes, on est une petite. Ils ne nous trouveront jamais. Si, ils vous trouveront. Nous, ils nous ont trouvés, ils vous trouveront aussi. Donc, essayons de partir d'un principe, c'est qu'effectivement, on est à l'heure de s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il ne faut pas éluder la question, et il faut, pour faire ça, le faire en partenariat. Alors là, je vais faire une parenthèse, je vais faire la promotion de la Fédération des EPL, et notamment de l'économie mixte. Je pense aujourd'hui que nous sommes le meilleur modèle. Le meilleur modèle, je reviens à la diapo du début. Syndicat mixte d'un côté, SPL de l'autre. Celui qui a la responsabilité de la cybersécurité, c'est l'opérateur. Donc c'est moi, en l'occurrence, c'est nous. Mais vous ne pouvez rien faire, si votre actionnaire, votre collectivité délégante ne vous accompagne pas dans la démarche. Imaginez que vous pouvez mettre des portes blindées sur votre SPL, informatique, vous pouvez mettre des portes blindées numériques, si votre actionnaire a les fenêtres ouvertes, et si vos systèmes d'information communiquent, vous n'avez rien fait. Donc, le partenariat avec la maîtrise d'ouvrage, avec les collectivités et les élus, et la fameuse sensibilisation des élus est fondamentale. Et puis à un moment, il faut y aller. Alors, on commence modestement. Nous, j'ai oublié de le dire, le projet Eau du Bassin Rennais, c'est 2015. La prise en main du service, c'est 2015. On passe derrière 140 années d'exploitation privée par le leader mondial de l'eau, qui ne nous laisse rien.
C'est-à-dire qu'on a créé 100% des systèmes d'information de la société, hormis quelques systèmes métiers sur les usines, tout le reste a été créé. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, parce que quand vous créez des systèmes d'information du 21e siècle, vous récupérez déjà un niveau de qualité de système d'information, pour un peu que vous y mettiez des compétences, bien meilleur que ce qui peut traîner depuis des années dans ces grands groupes. Donc n'ayez pas peur quand vous créez des EPL, je m'adresse aux élus, à partir d'une page blanche et à créer de A à Z les systèmes d'information. Et puis à un moment, il faut y aller. Il faut beaucoup de neurones, beaucoup. C'est de l'expertise. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une DSI, une équipe de SI et un RSSI. Alors un RSSI, ce sont des divas, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je m'en excuse. Ce sont des gens assez inatteignables, mais au demeurant qui méritent leur salaire parce que le niveau d'expertise est tel. Nous, on a fait le choix de RSSI partagé. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu internaliser la compétence, on l'a prestée avec une société de prestation de services qui dispose des mêmes habilitations que nous, parce qu'évidemment, on est dans le domaine du secret, on est dans le domaine du confidentiel défense. Là, Donc il faut que les prestataires soient confidentiels comme vous. Ce prestataire, il nous coûte largement le prix d'un RSSI interne. Pour être franc, il nous coûte même plus cher. Alors pourquoi on n'a pas internalisé? Ça, c'est un choix délibéré. Moi, je considère qu'un RSSI, s'il est opérant, il passera la moitié de son temps à travailler pour vous et la moitié de son temps à se tenir au niveau et à se former lui-même sur ce qui se passe. Je rejoins ce que disait mon collègue tout à l'heure, ça va tellement vite que si vous internalisez la compétence, considérez que votre collaborateur, la moitié de son temps, il faudra l'envoyer dehors, regarder ce qui se passe un peu partout auprès d'organismes divers et variés. La mise à niveau des compétences, c'est la problématique. Donc dans ce cas-là, il faut mieux travailler avec des boîtes de prestations de services qui, eux, vont mutualiser ce niveau en compétences. Et c'est beaucoup de temps. C'est un travail au long cours. Nous, on a démarré dès le début. Alors, on a eu la malchance d'être mis dans une catégorie d'opérateurs assez tôt. Donc, on a affaire effectivement à des très bons partenaires que sont l'ANSSI, notamment en ce moment. Ça prend énormément de temps. Donc, il faut partir le plus tôt possible. Il ne faut pas se décourager. C'est un travail, de toute façon, qui ne s'arrêtera jamais. Il faut rester en action permanente et il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. 180 salariés, quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mon seul produit, c'est l'eau. Je peux difficilement aller expliquer à un consommateur qu'on va tripler la facture juste pour des risques. C'est incompréhensible. Donc le message, c'est soyez réaliste, soyez crédible, soyez modeste aussi, mais en même temps assez ambitieux. Définissez-vous une stratégie claire. N'attendez pas que ça vienne. Préparez la stratégie, préparez l'attaque. Et ça coûte énormément d'argent. Énormément. Et là, je rejoins le premier slide. Quand on est une société SPL qui est censée faire un chiffre d'affaires, équilibrer ses comptes, on n'est pas là pour faire des profits, on est là juste pour équilibrer le service. Quand on voit ce que coûtent les frais d'exploitation et de protection d'un système d'information, notamment quand il faut placer des sondes, tout à l'heure on avait une autre conférence sur l'idée de suivre la relation client en plaçant des indicateurs un peu partout. Quand vous faites de la sûreté informatique, vous mettez des sondes sur vos systèmes pour surveiller votre système. Ça coûte une fortune. Donc si vous n'avez pas votre actionnaire, je reviens à la logique partenariat entre une collectivité et sa SPL, si vous n'embarquez pas l'actionnaire à un moment, vous allez avoir des difficultés à financer ça sur vos fonds propres. D'où la logique de travailler en binôme. Je crois que j'en ai fini. Oui, j'en ai fini pour quelqu'un qui n'avait rien à dire, c'est pas mal, vous en avez bien sorti quand même, Christophe. Mais certains le savent dans la pièce, je suis très bavard. Non, mais en tout cas, c'était très clair et très bien illustré. Alors, ça tombe bien parce qu'on a cette passerelle qui arrive naturellement et qu'on attendait, puisqu'on est là à la frontière, effectivement, à la fois des SPL, des collectivités. Et c'est à la fois comme élu qu'on va peut-être se tourner vers vous, Richard Lizuret, même si vous avez sans doute des choses à dire de par votre parcours au sein de la gendarmerie nationale, mais je crois que c'est aussi comme élu que vous vouliez vous exprimer. Et ce qu'on entend bien peut-être, c'est, et c'est sans doute le message qui est le vôtre, c'est ce n'est pas qu'un problème technique, cette question, c'est un vrai sujet de gouvernance politique aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, j'allais dire, c'est d'abord un sujet de gouvernance politique. La cybersécurité, la difficulté qu'on a à chaque fois, c'est d'imaginer ce que c'est en fait. Alors quand on dit cybersécurité, on pense à un ordinateur. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, on l'a vu, et encore une fois, je laisse aux techniciens le soin d'y travailler. La cybersécurité, c'est d'abord une culture. C'est la culture, et je rejoins ce que disait Alain et ce que disait l'ensemble des intervenants, c'est le point de faiblesse, c'est la nature humaine. Et moi, je souhaite, en tant qu'élu, me focaliser là-dessus, parce que l'élu, ce n'est pas un spécialiste, sauf cas particulier. Alors nous, on a un président à Chartres Métropole qui est un ancien DSI, qui est très féru, d'ailleurs qui a créé les 14 EPL il y a quelques années, mais c'est assez rare. Généralement, l'élu, il est élu, parfois par hasard,
Bon, il passait par là, il est passé au bon moment. Voilà. Mais du coup, du jour au lendemain. Vous pensez à personne en particulier, mon général? Je ne citerai aucun nom, bien entendu, tout ça reste entre nous, mais chacun a le sien, en fait, hein, j'imagine. Et en fait, on arrive et on est censé diriger, orienter, donner des visions, donner des orientations. C'est juste impossible. Il n'y a aucune formation préalable. Alors après, il y a des formations qui existent, mais généralement, c'est après coup. En fait, on se forme théoriquement quand on est déjà formé sur le tas. Et dans le domaine de la cyber, c'est encore pire. Parce que là, pour le coup, on arrive totalement dans un espace ouvert. Dans un espace ouvert, mais où il y a des acteurs. Les EPL et SPL sont des acteurs importants parce que c'est la déclinaison locale, bien sûr, opérationnelle de la collectivité territoriale. En fait, c'est les fournisseurs d'un service aux usagers, aux citoyens, qui, s'ils ne fonctionnent pas, et on reprend l'exemple de l'eau, si ça ne marche pas, on va voir qui? Alors on ira peut-être voir le président de la SPL ou de l'EPL, mais on ira d'abord voir le président de la collectivité, on dit « Oh, moi j'ai pas d'eau, qu'est-ce que c'est ?» D'ailleurs, c'est lui ou elle qui va être obligé de mettre en œuvre les mesures pour répondre à tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée du binôme. Le binôme, il est sur le même bateau. Les EPL, c'est d'abord des entreprises, au sens fonctionnement, mais c'est également et surtout le binôme indissociable de l'élu. Et si on veut répondre au sujet de la cybersécurité, et j'y arrive, c'est bien ce binôme-là qui doit être convaincu, formé, sensibilisé. Et là, on a un vrai sujet. On le disait, en fait, 90% du problème en matière de cybersécurité, c'est l'être humain. Moi, je laisse les 10% aux spécialistes. Il y en a plein. Alors, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est un peu le problème de l'assurance. Hein. Soit vous prenez tout risque, soit vous prenez du tiers, c'est votre choix. Après, quand vous avez l'incident qui arrive, finalement, vous assumez votre choix. La vie est un choix. Donc ça, les 10%, il y a des spécialistes pour ça, il y en a plein. Et alors, je profite aussi pour tirer un coup de chapeau à mon ami Jérôme Notin et à Cybermalveillance, à travers Laurent. Il y a des outils qui existent et qui sont très bien faits pédagogiquement. La difficulté, c'est que si on prend un échantillon dans la salle, combien d'entre vous savez que ça existe? Combien d'entre vous y sont déjà allés? On va faire un test en vrai? Non, on ne va pas faire de test en vrai, parce que je pense que c'est la minoritaire. Ah, on ne sait pas. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Voilà, okay. Déjà, qui connaissaient et qui sont allés, donc il en reste deux. Non, mais ça montre bien que c'est important d'en parler. Il y a un vrai sujet de sensibilisation. Je pense qu'on a les outils, on a la boîte à outils, mais il faut arriver à ce que, pardon du terme, mais que le ruissellement de ce plan de cybersécurité descende jusqu'en bas. Il y a un plan de cybersécurité qui a été mis en place par le gouvernement, avec des crédits, avec un certain nombre de choses. Chartres Métropole, on a été retenu pour le parcours de confiance par l'ANSSI. On fait partie de ces rares communes, de ces rares intercos qui ont pu et qui peuvent aujourd'hui être accompagnés. Mais ça veut dire qu'il faut continuer. Et je reviens sur mon être humain. Mon être humain, on va dire, techniquement, je pense que dans la salle, à part les quelques spécialistes, on doit être 90% de littéraires, de gens qui n'y connaissent pas grand-chose, on va dire, dans le domaine de la cybersécurité. Mais on peut quand même faire des choses, et on peut en faire beaucoup. Déjà, on peut essayer, une fois qu'on a réglé le sujet technique, de travailler sur le poste de travail. Comment nos agents, comment nos élus fonctionnent-ils? On parlait tout à l'heure de la mobilité. Les phishing par SMS, c'est vrai que en mobilité. Ça veut dire qu'il faut les sensibiliser sur ce sujet et il faut éviter absolument que nos agents, nos élus, aient une charge de travail trop importante, un stress trop important pour garder leur vigilance. C'est les trois éléments clés, me semble-t-il, en tout cas de l'être humain. C'est la charge de travail, le stress et la vigilance. Parce que c'est ça qui permettra, in fine, d'identifier un spam malveillant, d'identifier une tentative de phishing, d'identifier ceci ou cela. Et qui évitera effectivement de ramasser une clé USB sur un parking pour la mettre sur un réseau. Et ça, c'est la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir fait des grandes études scientifiques pour ça. Ça veut dire que chacune et chacun ici, responsable à son niveau, peut voir ses collègues, ses agents, de dire voilà, on ne scotche pas son mot de passe sur l'ordinateur, ça va de soi, mais ça veut dire aussi que pour ne pas scotcher le mot de passe sur l'ordinateur, il ne faut pas qu'il soit complexe au départ. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, alors pardon de parler de Chartres Métropole, de Chartres, mais moi, quand on m'a donné mon matériel, on m'a dit, voilà, votre mot de passe pour la messagerie, c'est ça. C'était un truc improbable, hein, ce qui était très bien en demeurant. Sauf que le premier réflexe qu'on a quand on a un truc comme ça, c'est de l'écrire. Déjà, ça part mal. Ensuite, on ne m'a jamais demandé de le changer. Et j'ai toujours le même. Donc là, il y a une vraie politique, et je reviens sur la politique de sécurité et système d'information, ça c'est à la portée du bon sens.
Quand vous avez, encore une fois, un mot de passe que tout le monde connaît, y compris celui qui s'en va, qui est parti depuis 2 ans, ainsi de suite, à un moment donné, votre devoir, notre devoir à nous en tant qu'élus ou en tant que responsables de EPL, c'est de mettre en place un dispositif qui vérifie que les choses changent, que le mot de passe soit impérativement changé. Donc ça, c'est la base. La base, c'est le mot de passe. On accède à un dispositif. Ensuite, effectivement, on a un volume de messages, un volume de mails. Alors, je pense que tous dans la salle, on a nos exemples de chiffres, de nombres en fait à 3 chiffres, avec le nombre de mails par jour, ainsi de suite. Ça aussi, c'est dans notre main. Ça aussi, c'est dans la main des dirigeants. Ce n'est pas de la cybersécurité, c'est juste de l'hygiène informatique qui permet, in fine, de sélectionner moins de messages et donc d'être plus attentif sur chaque message. C'est ça qui est important. Quand je disais tout à l'heure en préambule, sur le ton de la boutade, seuls les paranos survivent, mais il faut se payer le luxe d'être parano. Quand vous êtes sous le signe de l'urgence, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en retard dans vos dossiers, quand votre manager vous met la pression, une pression énorme, vite, 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 il me faut le truc, ainsi de suite, vous ne regardez pas ce que vous ouvrez. C'est juste impossible. Et tous autant qu'on est, on ne regarde pas, parce qu'à un moment donné, on est dans la pression. On a 50 mails en retard, 100 mails en retard, 200 mails en retard. On ne va pas commencer à regarder à chaque fois l'expéditeur. Et c'est là que ça commence. Une étude en 2021 a démontré que sur l'ensemble des attaques, les 3/4 des attaques arrivaient par des pièces jointes ou des mails malveillants. Ça veut dire que c'est dans notre main. Ce n'est pas de la technique, ça. C'est du bon sens. Donc regardons nos postes de travail, regardons les personnels, comment ils sont gérés. C'est à la limite du HSCT, ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui a reposé, qui a le temps, qui n'a pas la pression, il a plus tendance à regarder. Il est un peu plus vigilant. Je reviens à nos élus et à vos élus en l'occurrence, justement par rapport à la sensibilisation. C'est-à-dire que comment vous arrivez, si vous leur dites qu'il faut tous devenir paranoïaques, comment vous êtes perçus, comment ça se passe, et est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois, et je pense que c'est une question plus globale, par rapport à la mesure du risque, c'est-à-dire qu'on dit il y a d'autres urgences, il y a d'autres priorités, peut-être qu'on va faire autrement. Et puis aussi un aspect qu'on évoquera, mais il y a peut-être des gens dans la salle, c'est-à-dire que moi je pense aussi aux plus petites collectivités. C'est-à-dire que chaque métropole, c'est quand même déjà peut-être suffisamment staffé avec des ressources, mais comment font les tout petits et comment ça se passe concrètement aussi? Ça, c'est sans doute un sujet pour les élus. Ça, c'est une excellente question parce qu'il y a une asymétrie dans la perception de ce risque en fait. Les grosses métropoles, généralement, sont effectivement suffisamment staffées, ainsi de suite. Nous, on est encore une agglomération moyenne. Mais quand on descend dans la chaîne alimentaire, si je puis dire, la partie commune, petite commune, ils sont totalement démunis. Totalement démunis. Et là, c'est par là que ça va rentrer, de toute façon. Et donc ça veut dire qu'effectivement, d'ailleurs, c'est un peu mon leitmotiv, c'est-à-dire que les plans nationaux et toute l'aide qui est donnée aujourd'hui, elle doit s'orienter de manière privilégiée vers les petits. Et comment effectivement y aller en tendant la main en fait à ces maires qui, je rappelle, enfin il y en a certains dans la salle, et d'abord ils ont un métier à côté, souvent. Ensuite, ils ont parfois un personnel de mairie une journée par semaine, et le reste du temps, ils sont tout seuls. Et globalement, la cyber, c'est du virtuel, pour revenir aux priorités. Oui, sauf que je rappelle que c'est l'administrateur des données qui est responsable des données. Donc il y a quand même un risque pénal. Aujourd'hui, ce risque pénal, il est virtualisé en fait. Mais le risque pénal, il est aussi fort que sur des histoires de permis de construire ou autres. Ça, c'est rentré dans la tête des gens, le permis de construire. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, il y a le contrôle de légalité, tout va bien. Mais sur le cyber, on n'est pas encore tout à fait conscient. Et donc nos élus, effectivement, il faut les rendre conscients. Alors, sur Chartres Métropole, on a organisé une petite sensibilisation à 2 reprises déjà. On va continuer parce que, et je laisserai la parole ensuite, mais je pense que pour atteindre les responsables élus ou responsables de PL, il faut commencer par parler aux citoyens qui est derrière. Parce que chacun d'entre nous, moi le premier, on a des comportements qui ne correspondent pas à la sécurité informatique. Et ce n'est qu'en faisant attention à ce qu'on fait nous, à titre individuel, qu'on va faire attention à ce que font les autres. Et en ce que font les autres, en tant que responsable, on est comptable. Si demain les données sont récupérées par des hackers ou par un certain nombre de malveillants, finalement, le responsable, ce n'est pas l'agent qui a ouvert la porte. Le responsable, c'est le grand chef. Et le grand chef, on va lui demander, vous avez fait quoi pour empêcher ça? Et justement, le grand chef, quand on lui demande ce qu'il a fait, je vais peut-être me tourner pour finir ce tour de table, sauf si Laurent Verdy, vous vouliez dire un tout petit mot
Un tout petit, allez-y. Pour compléter utilement Oui. ce que vient de dire le général, au niveau de cybermalveillance Gouvet-Faire, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement avec la Gendarmerie nationale, en septembre 2021, on a lancé l'opération Immunité Cyber, par le biais de laquelle l'AMF a envoyé à l'ensemble de ses adhérents un petit questionnaire en 9 points qui était destiné justement à jauger le niveau de connaissance que l'élu a de ces réseaux, du degré de sensibilisation de ses personnels, et effectivement pouvait à terme bénéficier d'une sensibilisation réalisée par la gendarmerie nationale avec le matériel de cybermalveillance.gouv.fr. Deuxième petite chose, on a également mené une étude sur l'état de cybersécurité, enfin en tout cas la culture en matière de sécurité numérique des communes de moins de 3500 habitants dans le cadre du plan France Relance, étude qui est disponible sur la plateforme. Très bien, c'était très précis, merci. Alors avant qu'on passe aux questions dans la salle et qu'on se dise, bah voilà, avec tous les éléments qu'on a évoqués, on a certainement des cas précis, des cas concrets à regarder ensemble. Je me tournais de nouveau vers vous, Arnaud Thessalonikos. On a parlé de la responsabilité de l'élu. Vous êtes avocat. On voit bien qu'au cœur de tout ça, il y a aussi des tas de problématiques de la réglementation, du droit, de la preuve aussi, qui est un sujet auquel on ne pense pas forcément. Comment vous voyez cet enjeu? Comment vous agissez, à la fois, j'allais dire, en prévention, mais aussi en curation avec les clients qui sont les vôtres et les collectivités qui viennent vous voir? Merci de me donner la parole. En effet, là, d'après ce que j'ai entendu clairement, et je le savais déjà de toute façon, il y a du droit à tous les étages de la fusée de la cybersécurité, si je puis dire. On parle des mots de passe. Il y a une obligation de secret du mot de passe. Cette obligation de secret du mot de passe, elle se traduit par des contrats, une charte informatique. Il y a des moyens juridiques d'obtenir de quelqu'un qu'il ait l'obligation positive, et il y a du droit positif pour ça, de garder secret ces mots de passe. On va parler un peu des sujets juridiques et puis de la, entre guillemets, vraie vie. Parce qu'il y a les grandes affaires et puis il y a des gens qui viennent régulièrement dans nos bureaux pour nous interroger sur ce qu'ils ont le droit de faire ou comment mettre en place ou déployer effectivement une charte. Sur la question des mots de passe, quand on doit changer de mot de passe et choisir un mot de passe sécurisé tous les 3 mois, pour une cinquantaine de mots de passe, parce qu'on a une cinquantaine de mots de passe tous, qu'est-ce qu'on finit par faire? On intervertit, Au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'appels au service de support, au bout d'un certain nombre de demandes de réinitialisation de mots de passe, on finit par se dire, tant pis. Et alors, même sur le volet sensibilisation, il y a du droit. C'est-à-dire que, et je vais directement sur l'un des étages de cette fusée, qui est la charte d'utilisation des moyens informatiques pour les salariés, les personnels en interne et en externe qui accèdent au système d'information. C'est ce qui va définir les droits et obligations de chacun d'entre nous liés à l'usage des systèmes d'information. Ça va également définir par quels moyens la personne victime peut, de manière licite, collecter des preuves en vue de permettre aux enquêteurs de faire des investigations pour déterminer ce qui s'est passé. Donc il y a du droit de la preuve à ce stade-là. Mais également, vous parliez de la nécessité tout à l'heure d'avoir ses actionnaires et son entreprise qui sont sécurisés, de dire tout l'écosystème doit se répondre et être sécurisé de manière cohérente. Pour moi, c'est du contrat. C'est-à-dire que dans les contrats que l'on a passés les uns avec les autres, on a des règles liées à la sécurité des systèmes d'information. Si on ne contractualise pas dans son approvisionnement et dans sa relation partenariale avec les différents intervenants avec qui on travaille toute l'année, comment est-ce qu'on peut les rendre débiteurs d'une obligation de sécurité? Et comment est-ce qu'on peut être créancier d'un droit à la sécurité? C'est bien ça le sujet. J'ajoute, en parlant de la négligence, tout à l'heure on parlait des mots de passe. Pour moi, c'est une faute de négligence. On parle de responsabilité. Il y a la question de la faute des commettants ou la faute des préposés. À qui la faute? Quand on vient voir son avocat à la suite d'un sinistre informatique, c'est en ces termes que l'on pose la question. Quels sont mes recours? Qu'est-ce que je peux faire immédiatement pour remédier à cette situation? Combien ça va me coûter? Est-ce que je suis assuré, pas assuré? Et enfin, quel fondement pour intenter une action contre un éventuel responsable? J'aime bien dire, dans ce cadre-là, qu'on est passé quelque part aujourd'hui d'un droit à la sécurité. Vous savez, il y a les articles, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'apprends, L321-1 et suivant du code pénal, vous ne le saviez pas. Hein. Ça, on l'avait, mais dans le désordre, voilà, si ça arrive. Hein, c'est comme les mots de passe. Franchement, je vous en veux, je m'en vais. Eh bien,
vous les connaissez, ces infractions liées aux atteintes au système de traitement automatisé de données. C'est comme ça que le législateur a appelé le système d'information, le système de traitement automatisé de données. Eh bien, il y a une série d'atteintes avec intrusion, avec captation de données, modification des informations. Le simple ralentissement du système informatique d'autrui constitue une infraction pénale. Donc, il y a des responsabilités qui sont encourues. Je vous l'apprends peut-être également. Le simple fait de se maintenir dans son système d'information, au-delà des habilitations que l'on a. Par exemple, j'ai le droit de voir le répertoire juridique, puisque je suis un professionnel du droit de mon entreprise, mais pas le répertoire RH et pas le répertoire rémunération des dirigeants. Eh bien, c'est mal sécurisé. Mais je m'aperçois tout de même que je peux y accéder. Eh bien, rien qu'en y accédant, je commets une faute, car je vais au-delà de mon habilitation, c'est-à-dire que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé. Donc on est passé d'un droit à la sécurité, qu'on n'a pas perdu, on a toujours le droit à ne pas se faire attaquer, à une obligation de se sécuriser. Et si vous faites le tour des règles de droit qui vous mettent des obligations de sécurité sur les épaules, eh bien, il y en a un certain nombre, notamment une obligation prudentielle qui consiste à veiller à ce que les mots de passe ne soient pas divulgués, une obligation de prendre des mesures préalables, l'article 32, je me fais plaisir, pardonnez-moi, du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, vous en avez beaucoup entendu parler, eh bien, il met à la charge du responsable de traitement l'obligation de prendre toutes les mesures utiles à la sécurité des données. Toutes les mesures utiles à la sécurité des données, c'est beaucoup, hein, parce que vous prenez 0 mesure, vous avez 0 atteinte, vous avez pris toutes les mesures utiles, hein, car il n'était pas nécessaire de prendre une mesure pour ne pas avoir d'atteinte. Vous avez pris 1000 mesures, vous avez une intrusion qui passe. Vous n'avez pas pris toutes les mesures utiles à la sécurité. Moi, je vais me dire... Ça n'encourage pas la créativité pour les mesures, ça. Bon, je dis ça, je dis rien, mais... J'y arrive, j'ai la solution. Très bien. D'abord, je pose le problème. La solution ici va s'apprécier de la manière suivante. Est-ce que les mesures que j'ai prises à un instant T sont proportionnelles à mon risque et est-ce que j'ai la preuve de ça? Ah oui, en droit, on dit toujours faire quelque chose, virgule, et avoir la preuve de. Parce que sans preuve, vous savez bien, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'affaire, il n'y a rien. Si je n'ai pas de preuve, je ne peux pas émettre une plainte. Donc, on est passé d'une obligation, d'un droit à la sécurité à une obligation de se sécuriser. Ensuite, on a 2 volets. Et je vais aller un petit peu plus vite maintenant. On a un volet au plan juridique préventif. Tous, vous avez entendu parler des plans de reprise d'activité, de la résilience, la nécessaire résilience de vos organisations, de l'anticipation des risques. Eh bien, ça se traduit concrètement par du contrat ou l'élaboration de règles obligatoires dans ces entreprises. Et là, il y a 4 choses à dire. Première chose, la sécurité dans les contrats ou les marchés informatiques. Vous avez toujours une annexe liée à la sécurité informatique. Vous avez toujours une clause relative à la sécurité informatique. Vous avez toujours une clause d'audit qui permet aux uns et aux autres de déclencher des audits pour savoir ce qui se passe dans le système d'information de ses partenaires. Relisez-les, ces clauses. Parce que vous pouvez, par anticipation, faire des audits. Vous pouvez subir des audits. Qu'est-ce qui se passerait s'il y en avait? Et puis, il y a les contrats qui portent sur la sécurité. Comment je spécifie mon besoin de sécurité? Est-ce que j'achète de la sécurité en régie? Je veux 3 ingénieurs présents dans mon dispositif pendant 3 mois pour me sécuriser. Comment j'exprime dans mon cahier des charges l'atteinte d'un niveau de sécurité suffisant au regard de mes risques? Comment est-ce que je vais contracter pour acheter bien de la sécurité informatique? Ensuite, il y a les collaborateurs. 40 à 60%, on en a parlé, des intrusions sont liées au comportement d'un collaborateur. Eh bien là, il y a 3 niveaux d'analyse. Il y a lorsqu'on noue la relation de travail, quand on contracte avec quelqu'un qu'on recrute, eh bien on contracte avec des engagements de sécurité qu'on lui fait prendre. Il y a une charte qu'il signe à ce moment-là, il y a des clauses de sécurité dans son contrat et dans son package d'arrivée, on déclenche une première étape de formation et de sensibilisation. C'est le moment de le faire. Et là, ça se traduit aussi par du contractuel. Il y a l'exécution du contrat de travail. L'exécution du contrat de travail, ou quel que soit le statut du contrat de prestation de service, ça autorise l'employeur à vérifier ce qui se passe sur ces systèmes d'information pendant que quelqu'un y accède. Il y a des règles, informatique et liberté, de droit de la preuve pour ça, pour pouvoir constater si oui ou non quelqu'un a été négligent, a laissé des failles ou pas. Attention, si on ne les respecte pas, c'est la personne qui aura été victime de l'infraction qui va produire devant un juge
une preuve collectée de manière déloyale ou illicite et qui va s'exposer elle-même à des sanctions. Et puis on l'a dit également, il y a la rupture de la relation de travail. Qu'est-ce que je fais au moment de la rupture de la relation de travail pour sécuriser mes actifs de propriété intellectuelle, le savoir-faire sur ma cartographie, ma sécurité, et puis refermer bien et proprement tous les accès. J'ai aussi un mot à dire sur la conformité RGPD. On dit la compliance, la conformité RGPD, c'est un peu paperassier. Il faut remplir des documents pour, et moi je dis toujours, avoir la preuve qu'on a rempli ses obligations légales, car ainsi on peut dormir sur ses deux oreilles. Si on n'a pas cette preuve, c'est comme si on n'avait rien fait, même si on l'a fait. L'article 32 du RGPD, je l'ai dit tout à l'heure, oblige à se sécuriser. Mais si vous n'êtes pas sécurisé et que vous avez dû, vraisemblablement, après une attaque, notifier à la CNIL ou à l'ANSSI, pour certains, une intrusion dans vos systèmes d'information, il n'est pas exclu que vous fassiez l'objet d'un contrôle ensuite. Il y aura la double peine, là. Parce qu'il y aura l'intrusion, l'attaque, et puis la faute de la victime. Car comme en matière d'automobile ou de prévention des accidents routiers, il faut avoir une ceinture, des airbags et des ABS, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, la victime a commis une faute qui aggrave son dommage. Elle est co-responsable de ce qui lui arrive. Croyez-moi, quand on vient dans nos bureaux pour nous présenter le dossier, on cherche ces éléments-là. Ouais. On lit les contrats, on analyse la conformité à la réglementation et on se pose ces questions-là. Elles ne sont pas théoriques du tout. Non, et on pleure aussi quand on vient dans votre bureau. On a nos clients qui... et puis il y a l'organisation. Encore une fois, ça fait l'objet de contrats. De la cellule de veille, on parle de plateforme SOC, vous savez, Security Operating Center, ou une plateforme de veille. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez un incident de sécurité qui nécessite de déclencher votre cellule de crise et un incident de sécurité qui ne nécessite pas de déclencher votre cellule de crise, comment est-ce que vous faites la différence ? Est-ce que par prudence, très régulièrement, vous déclenchez des alertes, ou au contraire, est-ce que vous déclenchez peu pour que votre cellule de crise ne soit pas mobilisée tous les mois ? C'est à vous de décider à quel niveau vous le mettez. Et j'en termine sur le volet préventif. Et puis après, 2 mots sur le volet curatif. En disant, il faut penser security by design. Alors, j'aime pas trop les acronymes anglais, mais comme on le dit beaucoup, enfin, ou les termes, les expressions anglaises, sécurité de par la conception de votre système d'information ou de votre organisation. La prévention vaut mieux que la procédure, et c'est un avocat qui vous dit ça. Ah, voilà. Le volet répressif, c'est relativement simple. Il y a tout d'abord un déclenchement de la cellule de crise qui doit avoir été éprouvé. Cette cellule de crise, elle va faire immédiatement des constats et des actions de remédiation pour éviter que l'intrusion ne se déploie dans votre système d'information. Elle va débrancher les serveurs, elle va avoir des actions pour contenir l'intrusion, mais elle va avoir des obligations. C'est pour ça que je parle de droit. Parce que la cellule de crise, ça va être un certain nombre de personnes dans l'entreprise qui vont avoir été sélectionnés pour remplir une fonction à l'intérieur de cette cellule. Il va y avoir vraisemblablement quelqu'un qui a un profil juridique, quelqu'un qui a un profil de communicant, quelqu'un qui a un profil informatique, un représentant de la direction ou la direction elle-même de l'entreprise. Et ces gens-là, ils doivent pouvoir communiquer rapidement avec un système d'information défaillant qui peut-être ne permet plus de communiquer facilement. Et donc, il faut éprouver ce dispositif-là. Et ça, c'est des obligations. Et puis dans les actions de remédiation, vous avez aussi une action un petit peu à plus long terme, et qui est, une fois que tout ça est passé, que le temps calme est revenu, on a vu pour Corbeil, hein, ça peut prendre 1 an, c'est quoi le retour d'expérience ? À quel moment je fais mon bilan ? À quel moment je fais mon évaluation et mon retour d'expérience ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Si on ne fait pas ça, je ne sais pas, dans l'aviation, on fait ça régulièrement quand il y a des accidents, on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il faut modifier la facture des pièces ? Est-ce qu'il faut modifier le protocole de communication entre le pilote et la tour de contrôle ? Et bien, dans le domaine de la sécurité informatique, il faut aussi revoir ça. Merci pour ces précisions très précises, maître. Comme promis, on se tourne vers vous. On a déjà brassé beaucoup de sujets et évoqué beaucoup de questions. Avant que vous n'interveniez, mon général, peut-être voir s'il y a dans la salle 1 ou 2 questions. Oui, pardon, je vais juste rebondir un peu. Rebondissons. Et pendant ce temps-là, ça vous aide à réfléchir à la question. On est dans le domaine juridique et je reprends ma casquette d'ancien directeur général de la gendarmerie. D'abord pour vous dire que quand vous serez attaqué, vous avez l'obligation de déclarer à la CNIL toutes les atteintes au traitement de données. Ça, c'est une obligation. Donc si vous ne le faites pas, là, pour le coup, vous êtes en tort. Et ensuite, il est indispensable que vous déposiez plainte et que vous vous adressiez aux forces de police et de gendarmerie. Les forces de sécurité intérieure sont là pour ça. Et c'est pour ça que
souhaitaient intervenir. Il y a un dispositif qui a été évoqué tout à l'heure par Laurent. Vous avez dans la proximité qui est la vôtre, soit des unités de police, soit des brigades de gendarmerie dans lesquelles il y a des gens formés. Aujourd'hui, il y a un plan qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Vous avez plusieurs milliers de correspondants nouvelles technologies ou de référents sûreté dans les deux forces qui sont à votre disposition. Alors, ils sont à votre disposition, bien sûr, dans le domaine curatif si vous êtes victime, mais également dans le domaine préventif. Vous pouvez vous adresser à ces services, à ces personnes, c'est gratuit, je le précise, pour qu'ils vous fassent une évaluation. Ils ne vont pas vous faire le package complet, mais ils vont vous donner un peu quelques indications. Référents sûreté, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas, adressez-vous aussi à vos élus. Chaque maire doit avoir un référent au sein de la police ou au sein de la gendarmerie, et ils pourront vous guider utilement. Et ça, c'est important, parce que c'est la base. C'est des gens qui sont formés pour ça, qui sont à votre disposition. C'est un effort qui est fait, qui va encore se poursuivre dans les années à venir. Vous avez ensuite la brigade numérique, un certain nombre de choses, et vous avez bientôt le 17, l'appel au 17 numérique, puisque c'est encore en cours de gestation, mais ça va arriver en 2023, où lorsqu'il y a une atteinte à la cybersécurité, en fait, on pourra faire un numéro spécifique pour appeler les personnels spécialisés. Donc il y a des gens qui existent sur le terrain au niveau des services de l'État, qui sont là pour vous accompagner préventivement. Et je crois que c'est important de le répéter de manière à ce que vous puissiez vous-même les solliciter. Si en sortant d'ici, vous allez sur Internet, vous allez sur une applicatif qui s'appelle Ma Sécurité, qui est un applicatif développé par le ministère de l'Intérieur, vous cherchez la brigade ou la commissariat de police le plus proche, vous prenez contact. Si à la fin de la journée, vous avez tous fait ça, on aura déjà gagné une grande partie de la bataille. Et on vérifiera. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour profiter de la présence de nos experts? Monsieur, je viens vers vous. Non, je vais le faire, t'inquiète, regarde. Hop, allez, vous vous présentez avant. Bonjour, Jean-Paul Kaplanski. Donc, je suis directeur juridique dans une SPL sur Marseille, la Soleam. Et dans le cadre des différentes préparations sur ce type de sujet, pas mal d'assureurs commencent à investir ce qu'ils appellent le risque cyber. Et je voulais savoir quel était votre retour d'expérience sur ces différentes polices proposées, parce que ce n'est pas uniquement une question d'assurance ou de prise en charge du ransomware, c'est aussi souvent une assistance technique avec des équipes qui pourraient aider justement à la remise en musique d'un système planté. Voilà, merci. Merci de cette question. Un retour concret, 2 mois. On renouvelle l'ensemble des marchés d'assurance de la société par lot et on crée un lot qui n'existait pas avant, la cybersécurité. Comment s'assurer pour le risque? Alors déjà, ce n'est pas une bonne idée de s'assurer, juste pour information, parce qu'en général, les propres systèmes d'information des assureurs sont hackés et comme ça, tout le monde connaît votre police d'assurance. Et ce qui fait que la rançon, en général, se cale sur votre police d'assurance. À titre purement anecdotique, ce n'est pas complètement faux. La difficulté, moi je peux vous témoigner d'une chose, 100% des lots sont fructueux, sauf un. 15 ou 16 retraits de dossiers, on est un acheteur public, donc 15 ou 16 retraits de dossiers, 0 réponse. La problématique, elle est où? Alors je m'excuse s'il y a des assureurs dans la salle, mais un assureur par définition a horreur de risque, c'est pas son truc. Donc pour mesurer le risque, il va vous demander de fournir des éléments hyper précis sur les protections que vous avez sur vos systèmes, éléments que vous ne pouvez pas lui fournir. Donc moi, je me suis heurté à une vraie difficulté, c'est à la limite quand vous cherchez un assureur pour les véhicules, il va vous demander combien d'accidents vous avez eu, votre flotte de véhicules, vous avez tué combien de voitures, de piétons. Mais sur un système d'information qui se doit d'être ultra confidentiel, l'assurance nous a demandé de fournir l'ensemble du système de sécurité qu'on avait. Et évidemment, on a dit non, fin de l'histoire, 0 réponse. Voilà, un retour concret, alors c'est pas très glorieux, mais on n'a pas réussi à trouver une assurance sur le sujet. Maître? Oui, je voulais, effectivement, c'est parlant cet exemple. Aujourd'hui, les primes collectées par les assureurs dans le domaine des assurances cyber représentent 3,2% du montant des primes. Donc c'est assez peu développé. En effet, ils ont comme offre connexe aux garanties qu'ils fournissent l'assistance d'experts en informatique. Je parlais tout à l'heure de la preuve. C'est-à-dire qu'au moment où survient le sinistre, la preuve en informatique, elle est volatile. Et elle reste là un temps déterminé, mais plutôt court. Donc il faut immédiatement faire des constats. Et au même titre que, comme vous le disiez, mon général, c'est important d'avoir les réflexes de saisir les bonnes personnes, mon conseil, c'est de noter ces adresses, l'OCLCTIC, la C3N, la BEFTI, etc., d'avoir les bons interlocuteurs publics, mais également le réflexe de faire une déclaration d'assurance pour déclencher
cette assistance-là. Et il faut coupler à ce moment-là l'intervention d'un expert en informatique qui connaît votre système d'information et vos technos, et d'un huissier de justice qui peut faire un constat pour collecter les preuves recevables ultérieurement. Parce que quand vous allez accomplir les actions de remédiation, vous allez effacer une partie des preuves. Donc attention, il faut l'anticiper. L'assureur est une bonne réponse. Et par ailleurs, j'aurais à dire sur la question de l'assurance, faut-il passer en direct avec des compagnies ou faut-il passer par un courtier ? Un courtier, il va avoir comme obligation positive d'étudier l'adéquation entre la réalité de vos risques et la meilleure police d'assurance eu égard aux risques qu'il a définis avec vous. L'assureur, il a un certain nombre de polices sur étagère qu'il va essayer de vous placer. L'agent d'assurance, il est là pour vendre ses produits et pas ceux de quelqu'un d'autre. Donc mon conseil, ce serait, si l'on peut, passer par un courtier. Étant observé toutefois que le marché de l'assurance est compliqué, comme vous venez de le faire remarquer, et que les primes augmentent très significativement, qu'un certain nombre d'assureurs même ne se positionnent plus sur ce secteur-là parce qu'ils considèrent que le risque est trop fort et que la rentabilité est incertaine. Voilà. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ah, avant d'aller à l'apéro et tout quand même, on a encore 5 minutes quoi. Bon, alors je vais aller vite parce que l'apéro c'est important. Christine Écolier, Ville Renouvelée. J'étais dans une vie antérieure, dans le privé plus particulièrement, et on a subi pas trop de cyberattaques, mais beaucoup d'ingénierie sociale. Et je pense que dans tout ce que vous dites est vrai sur la cybersécurité, mais que avant tout l'ingénierie sociale est beaucoup plus importante que ça. Alors, mon général, la question est pour vous. Je trouve, pour avoir été porté plainte plusieurs fois, je me trouve souvent démunie face aux réponses des gendarmes face à moi, ou lorsque je viens en disant le malfaiteur a créé un compte dans un pays X, voici les coordonnées, voici le RIB, pouvez-vous faire quelque chose, pouvez-vous m'aider, voici les numéros de téléphone qu'on a pu intercepter, et là c'est toujours on transmet au procureur et on verra bien ce qui se passe. Et en fait, on se retrouve seul, complètement seul, et il n'y a jamais, on n'a pas de retour de ce qui se passe et on a l'impression d'être seul et qu'on ne sait pas comment agir pour pouvoir arrêter parce que c'est incessant. Ils insistent et ils attaquent nos clients. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers nos clients, fournir nos situations, fournir nos RIB, alors qu'ils auront falsifié et essayer d'intercepter notre argent, en fait, quelque part. Et là, personne n'est là pour nous aider, en fait. Et c'est là où est la difficulté. Ok. Merci pour cette question, mais vous avez parfaitement raison, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le dispositif a été revu et on a aujourd'hui d'autres moyens que ceux que vous citez. Alors c'est vrai que jusqu'à récemment, le sujet de la cybersécurité n'était pas forcément la tasse de thé des unités de gendarmerie. On était plutôt sur le concret, voilà. Donc, parce que d'abord, il faut former aussi nos personnels, il faut qu'eux-mêmes maîtrisent un peu pour pouvoir donner des conseils. Et puis après, les conseils, ça vaut ce que ça vaut, pas évident non plus. C'est la raison pour laquelle le plan de formation, je vous disais, de quelques milliers de cybergendarmes, entre guillemets, a été lancé. Donc aujourd'hui, on est à hauteur de 7000 et on doit arriver à 10 000 personnels formés au niveau local. Mais ça ne veut pas dire que localement, la personne qui est formée connaîtra tout ce qu'il y a à faire. Ça veut dire que derrière, il y a toute une chaîne qui va vers le haut, vers l'office central, qui va vers le haut sur la partie lutte contre la cybermenace de haut niveau avec l'ANSSI. Et moi, ce que je vous conseille, c'est, alors vous adressez à la brigade, mais manifestement là, vous n'avez pas forcément la meilleure des meilleures, hein, il en faut. Il n'avait pas fini sa formation, celui-là. Hein, mais on ne citera pas de nom. En revanche, vous allez sur le site internet de la brigade numérique, ouvert H24, 7/7, et là, vous pouvez chatter directement avec des vrais gendarmes qui ont été formés pour ça. Et donc, ils sont installés à Rennes pour ça. Alors, la brigade numérique, enfin, le commissariat numérique de la police nationale existe aussi. Donc, vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, vous avez les deux possibilités. Soit la police, soit la gendarmerie. Et ces services, en fait, fonctionnent tout le temps. Il y a des vrais personnels derrière. Hein. C'est pas une machine qui vous répond. Et eux pourront vous indiquer quel est le service à contacter. Et dans le cas que vous citez, c'est bien entendu pas la brigade locale. C'est un service spécialisé de police judiciaire qu'il faut saisir, là, pour le coup. Parce que la brigade locale, ils sont eux-mêmes démunis. En revanche, vous avez au-dessus
des directions de la police judiciaire, vous avez des sections de recherche, des brigades de recherche, dans lesquelles il y a là pour le coup des enquêteurs nouvelles technologies qui pourront répondre à vos questions. Un tout petit historique également pour compléter ce que vient de dire le général. Il faut savoir qu'au départ, les deux filières, gendarmerie et police, ont formé des enquêteurs spécialisés traitant des infractions qui ont été évoquées tout à l'heure par notre ami juriste, à savoir tout ce qui est atteinte à des systèmes de traitement automatisé de données, qui sont techniquement parlant des enquêtes assez techniques, poussées, et on a été rattrapé par l'époque, à savoir qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont présentes dans quasiment toutes les enquêtes. Et c'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, le grand défi des forces intérieures, ça doit être de former quasiment tous ces enquêteurs, dont les personnes qui vont vous accueillir à l'accueil d'une gendarmerie ou d'un commissariat, et qui sera en mesure de comprendre des éléments, les tenants et les aboutissants, et surtout de collecter sur les supports que vous apporterez des éléments de preuve au niveau numérique. Donc on reste en avance par rapport à la définition des infractions, à leur répression par rapport à des équipes ou des services spécialisés, et on est en train aujourd'hui de s'armer avec des effectifs, j'ai envie de dire, grand public par rapport à une thématique qui s'est emparée de toutes les affaires de manière transverse. Alors, notre table ronde a été très dense. On va prendre la dernière question pour qu'on puisse terminer à l'heure. Et après, je demanderai à chacun de nos intervenants de peut-être un dernier conseil ou un mot de la fin avec quoi vous voulez qu'on reparte sur ce sujet, le message qui était important pour vous. Monsieur Devant, la dernière question synthétique. Alors, dernière question, on va être super synthétique. Je vais faire descendre le niveau de 4 étages. Je suis directeur d'une petite SEM. Notre informatique est externalisée auprès de professionnels qui nous font changer les mots de passe régulièrement. Moi, comme mes collaborateurs, on doit avoir chacun 50 mots de passe différents. Est-ce que vous connaissez une solution de gestion des mots de passe qui soit sécurisée, pas hébergée ni en Russie, ni aux États-Unis, parce que je pense qu'on est conféré Nord Stream, je ne pense pas qu'on soit beaucoup plus protégé par nos amis américains. Bref, sur un sujet aussi bête, basique que la gestion des mots de passe, qui finit toujours par, on l'a dit, écrire une liste quelque part, alors nous on écrit, on essaie de la cacher, etc. Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui, sécurisée, simple, accessible à une petite entreprise, et dont on puisse se dire qu'elle est efficace ? Alors il faut savoir que l'ANSSI tient à disposition de ses publics des catalogues de solutions sécurisées et de prestataires qu'on appelle les visas de sécurité, qui sont des prestataires de très haut niveau, dont certains sont habilités à travailler sur des systèmes d'information classifiés. Pour les produits, il y a deux produits qui existent en matière de gestionnaire de mots de passe. Ce sont donc des logiciels qui vont vous aider en protégeant l'ensemble de vos identifiants mots de passe dans des containers chiffrés, donc sécurisés. Ils ont tous les deux été testés et certifiés par l'ANSSI. Alors nous recommandons au niveau de cybermalveillance.gouv.fr le logiciel gratuit KeePass, K-E-E-P-A-S-S. Et je sais que l'année dernière, l'ANSSI en a certifié un second payant, dont le nom m'échappe et que je m'en excuse, mais vous aurez toutes les informations en allant sur le site de l'ANSSI, ssi.gouv.fr. Alors, puisque vous avez le micro, Laurent, peut-être le mot de la fin, un dernier message, un conseil, chacun à votre tour, pour qu'on puisse être dans le timing. Un dernier message. Avec les EPL, nous sommes effectivement au carrefour de deux mondes, le public, le privé. Et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, sans parler de cumul des risques, il y a un vrai sujet par rapport aujourd'hui à la sécurité, à votre sécurité numérique. Devant cet état de fait, et je m'en tiens à ce que j'ai dit en termes d'introduction, il ne faut pas rester dans l'anxiogène. C'est ensemble qu'on est plus fort, et il faut vraiment s'approprier le sujet. Au niveau de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, on a développé des outils, des ressources à 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau compréhension. Le second, c'est au niveau de comportement. Et le troisième, c'est en termes d'accompagnement. En termes de compréhension, nous avons créé un programme de sensibilisation destiné aux élus. Nous produisons très régulièrement des articles sur l'état de la menace dans un langage simple, accessible, non technique. On a produit avec BPI France un guide pour les dirigeants de PME, de TPE, d'ETI qui replace le risque numérique dans une perspective économique, en détaillant les attaques les plus courantes et surtout
que faire en cas d'attaque. Et on a également créé, avec nos membres, une fiche réflexe, que faire en cas d'attaque, qui reprend un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure, rentrer dans la crise, piloter la crise et sortir de la crise. Donc tous ces contenus sont à votre disposition. En termes de comportement, bien sûr, on a créé notre kit et on tient à votre disposition notre kit de sensibilisation pour la sensibilisation des collaborateurs. Si certains d'entre vous le connaissent ici, ils pourront l'évoquer. Et enfin, en termes d'accompagnement, nous avons lancé en février 2021 le label Expert Cyber, qui est un label destiné à améliorer la visibilité des structures moyennes, professionnelles, donc PME, TPE, collectivités, associations, et à compléter utilement notre réseau de prestataires informatiques référencés avec une expertise vérifiée par l'AFNOR et non plus intervenant uniquement dans le domaine de la réponse à incident, mais également de l'installation, de la maintenance et bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, de la réponse à incident. Voilà, dans les très très grandes lignes, ce que nous mettons à votre disposition. Il faut aller le consulter, il faut le faire connaître, parce que ce sont des outils qui sont là pour vous. Merci. Christophe Barbeau, même question, un mot, un message de conclusion. Peut-être deux. Le premier va être... Le premier message, c'est attelez-vous, enfin je crois qu'on l'a dit, on va le redire, attelez-vous au problème. L'anxiété que vous avez tous, qu'on a tous, elle va peut-être se transformer parce que face à une anxiété de je comprends rien, j'ai pas envie d'y aller, vous allez peut-être transformer ça en anxiété de je sais quel est mon problème. Mais à partir de ce moment-là, c'est plus la même anxiété. Parce que vous maîtrisez ce que vous faites, il faut être lucide sur ce que vous êtes, sur ce que nous sommes. Le risque zéro, il n'existe pas. Et de toute façon, nous portons le risque ultime, mandataires sociaux des entreprises. On a beaucoup d'aide des services de l'État. Moi, je remercie tout ce qu'on vient d'entendre. C'est vrai, l'aide est là. L'ANSSI est un partenaire extrêmement pédagogue, extrêmement présent. Ils sont dans la bienveillance. N'ayez pas peur d'aller vers l'ANSSI. Moi, j'avais un peu la peur de me retrouver face à l'ANSSI, notamment quand il a fallu faire des premières déclarations à la CNIL. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais en fait, on n'a que de la bienveillance en face. Je peux vous en témoigner. Donc, allez-y, osez le sujet. Moi, je reviens, et on est là pour parler des EPL, je reviens à ce facteur de transversalité. On a tous besoin dans nos entreprises de trouver de temps en temps des sujets qui embarquent tout le monde. Ben, je peux vous témoigner qu'au sein d'une entreprise, au début, ça fait un peu peur, quand on fait les premières formations au personnel et qu'on fait les premiers tests de phishing, et 85%, dont le directeur général, tombe dans le panneau. Je suis tombé dans le panneau sur le premier test que ma DSI a organisé dans mon dos. Au début, on se dit « Oh là là, mais je suis mauvais ». Non, on n'est pas mauvais, c'est juste qu'on n'a pas été sensibilisé. Et puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, les tests de phishing montrent que ça progresse. Donc ça crée de la synergie dans l'entreprise. Donc c'est positif, c'est un vrai sujet d'anxiété qu'on peut peut-être travailler différemment. Et puis parce que je suis un ingénieur quand même, je vais finir sur un autre truc en vous disant préparez le plan B. Préparez le plan B. Voilà, il faut que dans vos industries, dans vos activités, vous partez d'un principe, c'est qu'un jour il n'y aura pas d'informatique. Comment vous faites? Donc nous, typiquement dans nos métiers aujourd'hui, et on enverra des gars tourner des commutateurs sur les armoires parce qu'on remet des commutateurs avec du cuivre sur les armoires parce que, bah oui, les tablettes tactiles et tout le bazar. On est parti à fond dans la techno, grâce à nos grands opérateurs de l'eau qui nous vendaient des usines automatiques et qui marchaient toutes seules. Bon, ben voilà, il y a un moment, il faut revenir les pieds par terre en se disant le jour où ça va tomber, qu'est-ce qu'on fait? Donc PCA, PRA, oui, plan de continuité et de reprise évidemment, mais quels moyens derrière? Et n'oubliez pas ça, ne considérez pas qu'un jour vous ne pourrez pas en avoir besoin, il faut y aller aussi. Merci, c'est très clair. Maître? Effectivement, je rebondis sur votre propos. À partir de maintenant, il faut faire face. Pour moi, il y a 2 étapes. 1, évaluer la situation aujourd'hui. Vous n'avez pas rien fait dans le domaine de la sécurité, vous avez déjà des habitudes. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Première chose, quelle est ma dépendance au système d'information? Quels sont les risques, la criticité? Quelles seraient les conséquences d'un arrêt total ou partiel de l'informatique? Bilan. Étape 2, s'organiser. C'est-à-dire, pour moi, d'un point de vue juridique, traduire en règle ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et se poser la question de savoir si cette règle que j'énonce dans mon organisation, elle est obligatoire. Est-ce que je peux en obtenir le respect? Est-ce que si quelqu'un ne s'y conforme pas, c'est de nature à engager sa responsabilité? Et enfin, quelles sont les preuves que j'aurais si je devais engager des actions judiciaires? On parle du volet de répression. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de répression s'il n'y a pas de preuve parce qu'on n'a pas d'enquête possible. Donc voilà. Très bien, très clair, mon général. Restez parano du coup. Oui, seuls les paranos survivent, rappelez-vous. Alors pour ça, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'en sortant d'ici, d'abord chacune et chacun d'entre nous, fasse le point de sa situation personnelle au regard des risques évoqués. En fait, on en est où à titre individuel?
parce qu'on est responsable élu, mais on est d'abord un individu ou une personne. Donc, et à partir du constat que vous ferez pour vous-même, regardez quand vous revenez dans vos structures, autour de vous, vos agents, regardez le poste de travail, comment ça fonctionne. Déjà, voilà, la politique des petits pas. Encore une fois, les techniciens, ils ont parfaitement raison, mais faisons la politique des petits pas. Et deuxième point, une mission que l'on vous confie, d'ici la fin de l'année, former, sensibiliser 10 de vos collaborateurs ou 10 élus. 10 chacun, ça suffit. Ce n'est pas la peine de faire des grands-messes, faites-en 10. Et demandez-leur à ces 10 l'année prochaine d'en faire 10 également. Et l'année d'après, encore 10 de l'autre côté. Vous voyez, en fait, c'est un système pyramidal. Je pense qu'il faut qu'on arrive à sensibiliser de proche en proche par une relation individuelle. Et les grands-messes, c'est sympa, moi j'étais content d'être là, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en retient. Donc retenez les choses pour vous à titre individuel, c'est important. Retenez les choses pour vos collaborateurs directs. Et ensuite, aux collaborateurs directs, vous leur demandez le même exercice. Et puis qu'eux-mêmes demandent au suivant le même exercice. Et je pense que de proche en proche, peut-être que ce fameux ruissellement dont on parle, cette infusion de cybersécurité, portera ses fruits. Merci. Le mot de la fin, Alain Guillotin. Nul n'est à l'abri. Voilà. Nous, on porte peut-être un virus qui est là depuis 10 ans. Enfin, j'exagère un peu parce que c'est un peu plus récent que ça, là, les trucs un peu costauds, mais on n'en sait encore rien. Non, juste, on est une SEM, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Mais ça peut être des tas d'entreprises comme nous qui vont vous proposer du conseil. La sécurité, ça a un coût, ça a aussi un prix. Nous, ça nous arrive de tomber sur des clients encore très très récemment qui vont nous dire 15 € par mois, votre sauvegarde, c'est trop cher, qui ont plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, une dizaine de salariés. Si votre entreprise, elle repose sur 15 balles de plus par mois, fermez-la tout de suite. Voilà. OK. Un grand merci à tous les 5, un grand merci à vous, c'était très clair et très précis. On peut vous applaudir et merci aux EPL d'avoir organisé ce débat. À très bientôt.